Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où ici je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks et culturelles. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, mais j'adore les livres audio. Ils m'ont beaucoup aidé pour avancer dans mes lectures, pour m'éviter des pannes de lecture lorsque j'avais plus la concentration nécessaire pour lire, ou pour m'accompagner lors de mes trajets en voiture, faire de la cuisine, faire du ménage, bref, ils sont très pratiques au quotidien. Et pourtant, à chaque fois que j'en parle autour de moi, très souvent j'entends la réflexion « oui, mais je préfère les livres papier ». Alors moi aussi, j'adore aller en librairie, sentir l'odeur de l'encre qui sent bon dans les livres, avoir des livres papier à corner, gribouiller, tout ce que vous voulez. Mais pour autant, je trouve que le livre audio est vraiment un format très chouette. On pourrait même le voir comme un média que l'on consomme de la même manière qu'on va regarder une adaptation de série télé ou on va regarder une adaptation de film, eh bien on pourrait peut-être écouter l'adaptation d'un livre en livre audio. Mais avant de continuer, j'aimerais beaucoup vous parler du sponsor de la vidéo. C'est mon premier sponsor sur cette chaîne et je suis absolument ravie de pouvoir travailler avec eux aujourd'hui. Je les remercie beaucoup pour leur confiance et ça me fait très plaisir de vous les présenter. Il s'agit de Nextory, une application de lecture qui vous permet d'écouter des livres audio, de lire des livres numériques, de lire la presse ou d'écouter des podcasts, le tout au même endroit. C'est vraiment ce que je trouve chouette avec l'application, pas besoin de choisir plusieurs services, ici il y a beaucoup de choix et d'œuvres disponibles. Quand Nextory m'a contactée, je me suis dit que c'était vraiment pertinent de parler de l'application dans cette vidéo. Depuis quelques jours, j'ai commencé à écouter La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Ça faisait des mois que j'avais envie de le lire et lorsque je l'ai vu disponible sur l'application, je me suis dit que ce serait parfait pour essayer. Et franchement, j'adore. Je ne pensais pas autant aimer le livre, c'est pile ce qu'il me fallait, j'ai vraiment hâte de continuer mon écoute. Je l'écoute aussi avant de dormir, je programme l'application pour que ça s'arrête quand je pense m'endormir et sincèrement, ça m'a pas mal aidé à éviter quelques insomnies. Plusieurs offres sont disponibles selon le temps d'écoute de livre audio que vous souhaitez et le nombre d'écrans simultanés et pour chaque abonnement, peu importe l'offre, vous avez accès à tous les e-books, la BD, la presse et les podcasts en illimité. Alors voilà, si vous avez envie d'essayer l'application, j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier de 45 jours offerts au lieu de 14, je vous mets le lien juste ici, ainsi que dans la barre d'infos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre audio en tant que média. J'aimerais vous parler aussi de la bande dessinée audio, et oui, c'est possible d'adapter la bande dessinée en livre audio. Et j'aimerais vous partager les pratiques de ces livres audio, comment ils sont utilisés et de quelle manière. Comment ils coexistent à côté des podcasts, des livres numériques, des séries télé, bref, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Premièrement parce que j'ai découvert Sandman, vous avez le comics juste ici. J'ai découvert le livre audio de Sandman l'année dernière et j'ai été vraiment emportée dans son univers, c'était vraiment spectaculaire et qui m'avait donné envie de travailler sur le sujet parce que franchement j'ai été bluffée par mon écoute. Le second élément qui me fait venir vous en parler aujourd'hui, c'est que du coup passionnée par le sujet, j'ai décidé d'en faire un mémoire de recherche. J'en étais très contente de ces recherches donc j'avais envie de vous les partager, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Et c'est donc l'occasion de revenir pour moi avec une vidéo un peu plus approfondie, à l'instar de celle que j'avais faite sur Blackwater et l'analyse du roman feuilleton. Voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire et écoutez, voici une nouvelle vidéo dans ce genre. À vrai dire, les histoires audio ne sont pas nouvelles. Je me souviens, petite, du nombre d'heures que j'ai passées à écouter des aventures audio, telles que le donjon de Nahallbuck. Des heures passées à imaginer le donjon que ce groupe d'aventuriers, un peu maladroits, arpentait à la recherche de trésors. À l'université, ce sont les chroniques de Welcome to Night Vale que j'ai adoré écouter le soir dans mon lit, fascinée par le monde qui prenait vie dans mes oreilles. Des chroniques où un animateur radio nous partage les actualités d'une ville fictive et étrange, perdue au fin fond des États-Unis, avec une ambiance sonore aussi fascinante que mystérieuse. The moon is beautiful, and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome to Night Vale. Et du coup, ce n'est peut-être pas anodin si moi aussi je prends maintenant beaucoup de plaisir à vous lire des histoires à voix haute sur Twitch lors de mes veillées lectures. C'est une pratique que j'aime beaucoup. En fait, bien entendu, la pratique des lectures audio n'est pas du tout nouvelle. Déjà au début du XXe siècle, il existait des récits dramatiques, narratifs à la radio. Par exemple, Roosevelt avait commencé les causeries au coin du feu où le 32e président des États-Unis racontait des pans de sa vie, comment se passe sa vie politique, les décisions qu'il pouvait prendre, une sorte de narration autour de ses actions politiques qui permettait de créer une certaine proximité avec le peuple américain et de créer un petit peu d'émotion.
En 1938, c'est le roman de H.G. Wells, La Guerre des mondes, qui va trouver une adaptation à la radio. On y entendait des musiques, des effets sonores, des comédiens, exactement comme les livres audio de bande dessinée par exemple, de drama audio contemporain. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Donc c'est une adaptation qui avait été faite et mise en place par le Mercury Theater et qui avait été écrite et racontée par Orson Welles. Donc, comme je vous le disais en introduction, pour ma part, c'est vraiment l'écoute du livre audio de Sandman qui m'a percutée, que j'ai trouvé hyper intéressante. J'avais à la fois l'impression d'être face à un cirque, une parade Disney et un film de science-fiction, tout ça à la fois réuni dans mes oreilles. C'était très spectaculaire, très impressionnant. La porte s'ouvre déjà. Bon. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, je m'appelle Hathaway, professeur John Hathaway. Puis-je... Monsieur Burgess est-il là? Le maître est dans son cabinet, monsieur. Veuillez me suivre, je vous prie. Ça m'a vraiment donné envie de lire le livre et la série qui en a été faite sur Netflix. L'histoire est la suivante. Le rêve, à la suite d'une incantation malveillante, se retrouve séquestré pendant des années et des années, mettant à mal l'équilibre du monde. On va lui voler ses artefacts, à savoir un rubis, une bourse de sable et son casque, et il va partir à la recherche une fois qu'il sera libéré et va se venger de ses ravisseurs. Et pour moi, l'expérience du livre audio est vraiment différente de celle du livre papier ou du livre numérique, notamment parce qu'on va être accompagné d'une voix ou plusieurs qui vont endosser le rôle de personnages qui vont nous toucher, qui vont nous émouvoir, et je trouve que ça ajoute quelque chose à l'expérience de lecture. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en 2022, l'étude sur les usages des livres imprimés numériques et audio sur l'année 2020 montrait qu'un Français sur 5 avait déjà écouté un livre audio, donc c'est 19% exactement, un livre audio physique ou numérique, donc physique c'est-à-dire en version CD, ou numérique en version donc, sur internet ou sur téléphone. C'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à 2019 puisque nous étions à 14%. En 2019. Il en va de même pour l'écoute des podcasts. Alors ces chiffres, je les trouve vraiment impressionnants. En 2020, on estime près de 50 millions d'épisodes disponibles sur Internet. Et en 2020 toujours, donc année du confinement, 900 000 émissions ont été créées. C'est le triple de 2019. Voilà, donc on a vraiment eu un essor du podcast pendant le confinement. Et c'est pas tout, parce que pendant le Covid et la pandémie, le livre audio a vraiment su trouver sa place dans les pratiques de consommation culturelle, notamment les premières semaines où les librairies ont été fermées parce que leur accès via application était beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et très accessible. Valérie Lévy-Soussan, PDG d'Audiolib, donc c'est de la filiale d'Hachette Livre, a ainsi confié à Livre Hebdo que les ventes ont progressé de 30 à 50% et que le site avait sa fréquentation doublée pendant cette pandémie. Le jeune public semble aussi apprécier ce médium, c'est peut-être là une transformation de l'histoire avant de dormir racontée par les parents. Dans une recherche qui a été soutenue par Audible et qui s'appelle National Literacy Trust en 2021, la recherche montrait que 25,4% des enfants auraient déclaré écouter régulièrement des livres audio, et dans l'étude qui a été menée par le syndicat national de l'édition, donc ça c'est en France, en 2022, on peut constater que les jeunes de 13 à 19 ans passent en moyenne 17h48 sur les écrans, téléphone, ordinateur, tout ça confondu. Ils passent aussi 3h14 en moyenne par semaine à lire. Et ils lisent principalement de la bande dessinée, environ 50% lisent de la bande dessinée, c'est vraiment un des genres préférés. Si on ajoute les mangas et les comics, ils sont 75%, voilà, donc c'est quand même conséquent dans leur consommation. Ils sont 60% à avoir déjà écouté un livre audio et 40% pour avoir lu un livre numérique, donc je pense que la bande dessinée audio pourrait tout à fait avoir sa place dans leur pratique culturelle. C'est un média qui semble plaire, le livre audio, notamment parce qu'il est pratique, il se glisse dans la poche, il peut être transporté partout, il peut être acheté n'importe où, et surtout on peut faire plusieurs choses en même temps. Et pourtant, ce média a quand même ses propres singularités, puisqu'en passant d'un livre papier à un livre audio, il va subir des transformations, s'adapter à des nouveaux codes, qui va en faire un média propre à part entière. Donc quelles sont ses particularités, quels sont ses codes, comment aller séduire un petit peu les bibliophiles, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Un nouveau média imite son prédécesseur. Cela lui permet de se placer dans des pratiques que l'utilisateur ou l'utilisatrice connaît déjà et ça les rassure. Peut-être avez-vous déjà remarqué, lorsque l'on utilise un ordinateur, on arrive sur notre bureau. Je ne parle pas de la planche en bois sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais un bureau virtuel
imaginaire, symbole de ce bureau en train d'être remplacé par la technologie. On retrouve sur notre ordinateur plein d'éléments qui rappellent cet espace, une corbeille, des fichiers, des dossiers. Le média va imiter des pratiques que l'on connaît. Dans le même genre, à sa sortie, le premier logo d'Instagram ressemblait beaucoup à un appareil photo Polaroid, comme pour rappeler sa filiation, son inscription dans une tradition de la photographie adaptée pour le téléphone. Dans un essai intitulé Remediation Understanding New Media, qui est vraiment très intéressant si l'idée vous intéresse, les auteurs J. David Butler et Richard Gruzin vont notamment parler de deux logiques qui sont propres à tous les médias, deux logiques qu'on va retrouver dans tous les médias, c'est l'immediacy et l'hypermédiacy. Alors l'immediacy c'est quoi? C'est le fait que le média va chercher à tout prix à se faire oublier. Il va tenter de nous faire oublier qu'il y a une interface, pour avoir directement le contenu et agir comme ça d'une certaine transparence. C'est par exemple, pour la liseuse électronique, le fait que la page, là où il y a le texte, et le contraste de cette page vont chercher à imiter le plus possible la page et le contraste d'un livre. Comme ça, on oublie qu'on a un dispositif et on a l'impression d'être sur un livre, on a l'impression du contenu, on a le contenu immédiatement, sans penser à l'interface. C'est par exemple le fait que les liseuses électroniques ont une durée de batterie extrêmement longue par rapport à des tablettes ou des téléphones. Moi, la mienne, je ne la charge pas souvent en tout cas, parce que le livre n'a pas besoin d'être chargé. Si on devait recharger notre liseuse tous les soirs, cela nous rappellerait l'interface et ça poserait souci puisque le but est d'imiter le livre. On parle d'encre numérique par exemple, et pas d'écran ou de pixels, on parle vraiment d'encre numérique quand il s'agit de parler de la liseuse, et ça renvoie au vocabulaire du livre où on va retrouver de l'encre tout court. Donc l'immediacy c'est quoi? C'est le fait de rendre le média transparent et de nous faire oublier qu'il y a une interface. L'hypermédiacy, c'est au contraire le média qui n'arrête pas de nous rappeler à quel point il est nouveau ou génial ou à quel point son interface est importante. Et ça va de pair avec l'immédiacy, ça peut pas être l'un ou l'autre, c'est vraiment une logique qu'on retrouve dans tous les médias. Ça fait que les utilisateurs sont conscients qu'ils sont quand même en train d'utiliser un médium en particulier. Donc pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Walmart, je crois que c'était Walmart, pour illustrer le métavers, on avait quelqu'un qui était en train de faire ses courses dans un environnement 3D avec un caddie. Bon par exemple le caddie, il est juste là pour faire croire que c'est réel. Alors qu'on l'a bien vu, si vous avez déjà fait vos courses en ligne sur un site marchand de Drive, il n'y a pas besoin de caddie. C'est très très facile de faire ses courses au Drive sans avoir un univers 3D. Donc le caddie, ça va juste faire un effet de réel. Mais pour autant, quand vous mettez un produit dans votre caddie, vous voyez une interface avec une personne qui vous dit pourquoi ce produit peut être intéressant, quelles sont ses caractéristiques nutritives par exemple. Une interface qui n'existe pas du tout dans la réalité, donc qui ne sert pas du tout à faire réel. Ça va être une interface qui va augmenter le média, l'enrichir, enrichir votre expérience et nous rappeler à quel point c'est quand même hyper pratique d'utiliser ce service numérique. Pour reprendre l'exemple de la liseuse cherche à ressembler au plus au livre papier, pour autant, elle va nous rappeler très souvent à quel point on peut stocker des centaines et des centaines de livres sur une liseuse. On va aussi pouvoir acheter les livres directement sur la boutique, on va pouvoir avoir un rétroéclairage, modifier la police, bref, des choses qu'on ne peut pas du tout faire avec un livre, et c'est ça qui fait que la liseuse va être pratique, qui va nous donner une très chouette expérience de lecture et qui va nous rappeler son interface. Cette expérience, donc, c'est un argument marketing hyper fort, et c'est celui qui va être beaucoup utilisé, par exemple, pour nous parler de l'expérience d'un écran OLED, l'expérience de la réalité virtuelle ou encore l'expérience du livre audio. L'expérience, c'est le fait de nous montrer à quel point on va pouvoir utiliser quelque chose qu'on connaît, une pratique que l'on apprécie, une passion, mais en même temps d'une manière renouvelée, géniale, indispensable. Donc c'est faire ce qu'on fait déjà, donc par exemple l'expérience de la lecture numérique, ça va être retrouver les sensations de la lecture comme on les aime, avec quelque chose en plus qui va faire que le dispositif va être rendu vite indispensable. Et ça, dans le livre audio, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup. Donc comme je le disais tout à l'heure, un média imite son prédécesseur et va s'inspirer de plusieurs codes pour pouvoir donner à l'utilisateur et à l'utilisatrice un ensemble de pratiques qu'il ou elle connaît déjà. Ce que je trouve intéressant et ce qui a vraiment mené ma recherche, c'était de savoir quels éléments dans le livre audio on retrouve,
quelle est la part de l'héritage littéraire, mais aussi quelles sont les autres sources médiatiques. Alors pour cela, j'ai utilisé plusieurs plateformes pour mener mon analyse. J'ai notamment pu étudier donc Blind, Audible, Lizzy, Isneo, Doors, Apple Books, Google Books, Sibel, Netflix, Radio France, Disney+, Nextory pour cette vidéo. Donc c'est principalement des plateformes de streaming, soit de contenu audiovisuel, soit donc séries, téléfilms, radio. Ou bien, par exemple, pour les premières que j'ai citées, ça va être de la lecture numérique, de manga, de BD, de récits, de romans. Voilà, il y a un peu de tout, peut-être que vous les connaissez déjà. Et sur chacune d'entre elles, je suis allée analyser tous les éléments discursifs de la communication, des pictogrammes utilisés, du vocabulaire utilisé pour voir quelle part il y avait du livre, quelle part il y avait du podcast ou de la série, par exemple. Parlons d'abord du logo. Si on regarde un petit peu les logos des applications que j'ai citées, en fait, le livre n'apparaît pas tant que ça. Le livre va surtout apparaître sur 2 ou 3 applications. Celle où on le voit le mieux, c'est sur Apple Books et Google Books. Et d'ailleurs, il y a le nom Books dans le titre de l'application. Et c'est les 2 applications qui vont chercher le plus à remplacer la liseuse électronique. Et donc, c'est elles qui vont garder le plus l'imaginaire du livre dans leur logo ou dans leur nom. Il y a Audible aussi avec le livre, mais il est vraiment à plat. Mais voilà, c'est les quelques applications où on retrouve dans le livre audio. En fait, pour les autres, on va retrouver d'autres choses, et notamment, je trouvais ça assez bluffant. Pour les applications de livre audio, le marqueur de l'audio va être très important. Donc par exemple, pour reprendre Audible, on va avoir un livre avec des rainures en demi-cercle, quart de cercle, qui vont rappeler un peu les rainures d'un disque vinyle par exemple. Pour Lizzy par exemple, on va avoir une petite piste audio qui va être affichée. Pour Blind ou pour Isneo, on va retrouver la bulle de la BD qui est très importante pour ces 2 plateformes puisque c'est de la BD sur Blind et du manga et de la BD comics sur Isneo. Avec dans l'une une petite piste audio et dans l'autre un bouton play. Donc plutôt un vocabulaire de la série audio, du podcast, le logo play. Enfin voilà, c'est pas du tout un univers du livre et ça va se mélanger de cette manière-là. Si on se penche un petit peu maintenant sur le nom des applications, je vous ai déjà parlé de Google Books et Apple Books, c'est les 2 qui vont vraiment parler de livres. On va beaucoup retrouver l'univers de l'audio. Dans Audible, ça veut dire ce qui est entendu, ce qui peut être entendu. Dans Sibel, on a la contraction de décibels. Blind signifie aveugle en anglais et commence par la lettre B, finit par la lettre D, donc c'est lire de la BD à l'aveugle sans image. Les notions de livre seront par exemple dans l'application Lizzy, qui va être la contraction de lire et easy, donc grâce à Lizzy et donc grâce au livre audio, lire devient facile. Et on va retrouver dans Next Story, donc Next Story, la prochaine histoire en anglais. Ça peut vouloir dire 2 choses, soit la prochaine histoire qu'on s'apprête à lire va être sur Nextory, donc par exemple mon livre que je vais commencer juste après, ou alors notre prochaine pratique de lecture. Nextory, c'est peut-être le futur de nos pratiques de lecture. Et ça, c'est quand même important, puisque ce sont des éléments de discours, peut-être inconscients dans notre imaginaire lorsqu'on va sur ces applications, mais qui participent vraiment à la manière dont on communique le livre. Lorsque l'on observe par exemple la manière dont sont communiqués les livres sur la plateforme, on va peut-être plus parler de saga littéraire, mais de séries littéraires. Certains tomes ou certains chapitres deviennent des épisodes, et c'est par exemple pour ça que sur Doors, on a Orgueil et Préjugés qui devient une saison 1 et qui comprend 61 épisodes, alors que le texte est inchangé. Sur beaucoup d'applications, au moment de lire un épisode ou de commencer la lecture d'un épisode, on va avoir un petit bouton, un Call to Action, donc c'est le bouton sur lequel on va cliquer pour appeler à l'action, qui va faire donc une demande d'action de la part de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Ce call to action va souvent être accompagné d'un logo play, donc là plutôt relatif à l'univers de l'audiovisuel encore une fois, puisque c'est un bouton qui rappelle plutôt la radio ou la télévision ou les télécommandes ou les magnétophones. Donc l'univers du son mais pas du livre. Enfin, certaines applications vont par exemple faire le choix de changer de couverture. On pourrait tout à fait garder les mêmes couvertures entre un livre numérique et un livre audio en mettant juste une pastille, mais en fait souvent le choix qui va être fait, c'est de choisir pour les livres audio des formats carrés. Et donc avoir cette pochette CD numérique, virtuelle, ça nous renvoie à un imaginaire du CD-ROM, de la pochette CD, du coup qui se différencie tout à fait du livre. Donc on va avoir la couverture du livre pour un livre numérique, en format portrait, classique, et puis on va avoir le format carré, plutôt pour le livre CD, pour le livre audio, pour le livre numérique audio. Ce qui fait que quand on est sur la plateforme, on comprend très très vite lequel est un livre audio et lequel est un livre numérique, sans avoir besoin d'avoir ça écrit noir sur blanc.
Donc tout ce que je viens de vous citer, ce sont des exemples, on pourrait encore chercher beaucoup plus loin, mais j'avais pas envie de vous assommer avec tout ça dans cette vidéo. Mais ça a plusieurs effets. Le premier, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice connaît les codes de la plateforme, sait ce qu'il doit faire, comprend très vite la plateforme sur laquelle il est et vers quelle œuvre se diriger. Mais ça fait aussi que ça inscrit le média, donc le livre audio ou le livre numérique, dans des codes, dans des pratiques. Cela renforce que le livre est ici transformé pour un usage précis et qui va lui donner des nouveaux codes pour appartenir à un nouveau type de média. Alors c'est le moment pour moi d'aborder un sujet qui me passionne, la médiagénie. Alors la médiagénie, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée qui a été beaucoup travaillée par l'auteur-chercheur Philippe Marion, qui était notamment professeur-chercheur à l'université de Louvain-la-Neuve et qui a publié un texte dans les années 90 hyper intéressant que je vous conseille d'aller étudier, qui s'appelle Narratologie médiatique et médiagénie des récits. Hyper chouette à lire. En fait, dans cet essai, il explique comment une œuvre et son média sur lequel elle est diffusée sont intimement liés et extrêmement importants à prendre en compte. On va voir comment, par exemple, le média, quand il est créé pour une plateforme en particulier, comment ça va impacter le récit, comment ça va impacter la manière dont il va être écrit. On va aussi parler de médiativité, c'est-à-dire que plus un média va être fait pour une plateforme, plus il va être doté de médiativité et donc difficile à adapter. Je vais vous donner plein d'exemples pour vous illustrer cela. Dans les deux exemples qui vont suivre, les œuvres sont dotées d'une grande médiativité. Cela veut dire que les œuvres ont été conçues pour un format en particulier, répondent à des codes en particulier demandés par la plateforme ou par les éditeurs, ce qui les rend difficiles à transposer dans un autre format. Par rapport aux médias de Twitter, en 2017, François Descraques écrit une fiction qui s'appelle Troisième droite. Il l'écrit d'abord sous forme de témoignage. Il va faire un tweet disant « Il m'arrive un truc de dingue dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager, une pote m'a conseillé de vous raconter ça sur Twitter. » Et il va commencer à raconter son histoire. Comme c'est publié sur Twitter, on n'a pas l'habitude de voir de la fiction sur Twitter. Donc il va faire une espèce de contrat de lecture dans lequel les utilisateurs ne sont pas prêts à voir de la fiction. Et d'ailleurs, François Descraques va jouer de cette vraisemblance et de cette ambiguïté les premières semaines. Moi-même, à cette époque-là, j'avais fait mon premier mémoire de recherche sur cette œuvre-là. Et même moi, je m'étais laissée complètement surprendre par le fait que c'était pas réaliste, mais simplement une fiction. Il va ensuite embarquer pendant des mois et des mois les utilisateurs de la plateforme, faire un feuilleton Twitter incroyable dans lequel il va raconter son histoire. Les chapitres vont devenir des threads Twitter. Il va faire participer le public, il va faire des sondages, il va ajouter des photos, des vidéos, bref, il va vraiment impliquer les gens dans son récit. Et on le voit même dans tout le vocabulaire qu'il utilise, on le voit même dans la manière dont il parle sur la plateforme, son narrateur est en train de tweeter. Donc forcément, adapter cette œuvre dans un livre est difficile. Les éditions de Flammarion l'ont quand même fait, mais en fait ça perd quand même tout son sens à la lecture. Alors je dis pas que le livre perd tout son sens, mais on n'a pas du tout la même expérience si vous découvrez l'œuvre par livre papier que par livre numérique. Le livre papier va peut-être là être plutôt un symbole pour ceux qui ont lu et aimé la série en ligne, mais c'est pas du tout la même approche, et c'est pas du tout le même sens. On va pas lire l'histoire de la même manière. Donc, lu sur papier, l'œuvre perd en médiativité, elle perd par rapport à son caractère original, et voilà, ça je trouvais que c'était un exemple intéressant. Pour vous donner un second exemple, peut-être que vous connaissez la série Matin, qui est publiée sur Instagram, donc là le média ça va être Instagram. Matin, c'est une série de bandes dessinées qui sont publiées tous les jours en matinale à 7h07 je crois, ou 8h, quelque chose comme ça, enfin, tôt le matin. Donc des auteurs et autrices de bande dessinée vont partager sur un thème donné une œuvre. Chaque jour c'est une œuvre différente par un artiste différent. Il va y avoir comme ça des séries qui reviennent d'une semaine à l'autre. Il va y avoir une petite sérialisation comme ça de l'œuvre. Pour autant, ces œuvres vont être énormément conditionnées par la plateforme. Déjà parce que sur Instagram, c'est quand même le format carré qui domine dans les grilles de profil, mais aussi parce que on ne peut pas publier par exemple plus de 10 images dans un post. 10 images. Ce qui fait que la bande dessinée qui va être publiée chaque jour ne peut pas faire plus de 10 images et ça va conditionner l'écriture et la lecture de cette bande dessinée. Certains de ces strips qui ont bien fonctionné sont aujourd'hui disponibles en librairie. On trouve les livres dans les coins BD des librairies. Et pour autant, on voit que l'influence d'Instagram a une conséquence sur le livre imprimé. Parce que le livre a un format carré qui rappelle le format d'Instagram et qui a été conçu de cette manière-là lorsque l'auteur ou l'autrice de la BD a dû faire son œuvre. Donc encore une fois, l'œuvre originale est vraiment, répond beaucoup à des codes de la plateforme et donc ça a des conséquences dès qu'on veut l'adapter sur un autre support. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'une œuvre est soumise, emprisonnée à tout jamais au code de son média.
Il existe plein d'œuvres où justement on peut jouer de cette médiagénie, de cette médiativité pour mélanger un petit peu les codes, faire un mélange des genres et provoquer certains effets chez les lecteurs, les spectateurs, les spectatrices, les lectrices. Dans les 3 exemples que je vais vous donner qui vont suivre, il y a ce mélange des genres pour casser un petit peu les codes qui sont à la base demandés. Sur Netflix par exemple, donc là le média ça va plutôt être les séries télé. Je ne sais pas si vous avez vu la série The OA ou Stranger Things. Si vous avez vu, vous allez peut-être voir de quoi je parle. Normalement quand on parle de série, on parle d'épisodes, les épisodes qui composent une série. Alors je ne sais pas si ça a continué dans les saisons suivantes de Stranger Things, mais en tout cas dans les premières et dans celle de The OA, les épisodes n'étaient pas appelés des épisodes, mais des chapitres. En début d'épisode, à l'écran, il y avait marqué Chapter 1 pour parler de chapitres. Et cela, ça a des grosses conséquences sur la perception que les spectateurs et les spectatrices en ont, puisque ça renvoie à un imaginaire littéraire. Il s'agit de pousser le spectateur à vouloir découvrir la suite au motif qu'il n'a encore rien vu, tout en rendant absurde l'idée de pouvoir émettre un avis définitif sur la série en n'en ayant vu qu'un seul épisode. De la même manière que l'on ne peut décemment prétendre avoir vu un film au seul regard de sa première scène, ou lu un livre au seul regard de son premier chapitre. Bon, pour être tout à fait honnête, moi ce genre de sujet me passionne, je trouve ça absolument incroyable, ce genre d'effet produit. Toujours chez Netflix, on peut par exemple penser à Heartstopper, qui était à la base un webtoon, donc un manga créé pour téléphone, où la verticalité par exemple va avoir souvent une importance puisque ça va être lu en format portrait. C'était un format webtoon qui a trouvé une adaptation littéraire en papier, puis une adaptation en série télé. Et pour autant, Alice Oseman, qui était aussi la réalisatrice de cette série télé, a souhaité ajouter des éléments d'animation par-dessus la prise de vue réelle. Donc, on a une série qui est jouée avec des vrais humains, en prise de vue réelle, mais parfois, dans les moments d'émotion, vont être rajoutées des petites séquences animées. Par exemple, ça va être des petites feuilles qui volent en dessin, ça va être des petites électricités dès qu'il y a des moments très touchants ou très émotionnels entre les personnages. Ça a plein d'effets sur la narration, et ils vont permettre 3 choses. La première chose qu'ils permettent, c'est de faire un clin d'œil, tout simplement, aux fans du webtoon, en leur rappelant ces petits effets qui étaient déjà présents en webtoon et qui, du coup, peut leur faire un clin d'œil aux fans de la première heure. Le second effet qu'il y a dans ces animations, c'est que ça va exacerber les émotions. Voir ça à l'écran, ça va nous surprendre, ça va activer de l'émotion en plus de ce qu'il y a déjà à l'écran. Et la troisième chose que ça permet, c'est que ça fait rappeler le geste de l'animation. Il y a quelque chose d'ordre de la performance là-dedans. Voir ces images animées, ça va nous rappeler qu'il y a un dessin à l'origine, ça va nous rappeler le geste du dessinateur ou de la dessinatrice, de l'animation, ça va nous rappeler la filiation avec la bande dessinée et le webtoon encore avant. C'est exactement la même chose par exemple dans Spider-Man Into the Spider-Verse, quand il va y avoir toutes les références à la bande dessinée, quand Morales se fait piquer par l'araignée, tout de suite il y a un effet comics dans l'image. Ces effets vont nous permettre de questionner le média qu'on est en train de voir, de prendre un recul en fait, de sortir un peu de l'histoire pour nous faire penser la forme, pour nous faire penser le cinéma et nous faire penser la bande dessinée. Et donc ça va avoir un effet de rappeler l'origine du comics. Et donc encore une fois, quelque chose de presque performatif en fait dans cet ajout-là. Pour reprendre les premiers exemples que j'avais cités, vous vous rappelez Twitter et Instagram avec la BD, plus un média est médiagénique, plus il est fait pour être sur une plateforme en particulier. Et donc, vouloir l'adapter va être d'autant plus difficile, il va falloir être beaucoup plus original ou créatif. Et c'est donc pour cela qu'on va retrouver des codes, parfois donnés par les plateformes, parfois dictés par les éditeurs et les éditrices. Ça va être des instructions qui vont faire par exemple que le livre audio va s'éloigner forcément du livre papier de par sa forme. Et c'est pour moi encore plus le cas pour la bande dessinée audio qui nécessite encore plus de transformation et qui va faire de ce média un média neuf et à part entière. Créer pour un support, transformer, adapter, c'est devoir répondre à des codes, à des besoins propres à chaque plateforme. Il ne s'agira pas de seulement transposer, mais bel et bien d'adapter par rapport à de nouvelles règles. Une bonne adaptation est différente d'une bonne transposition. Une bonne adaptation, ça va être de garder le cœur, de garder l'idée, et puis de la recréer avec des nouveaux matériaux. C'est en cela, par exemple, que je trouve que La planète au trésor de Disney est une bonne adaptation. On a le livre de base, L'île au trésor, un classique du XVIIIe siècle, qui va être ici adapté en dessin animé pour un public d'enfants, dans un contexte beaucoup plus contemporain. On va garder le cœur de l'idée, mais on va le transformer, on va l'adapter pour sa cible, pour son support. Elle n'a pas été seulement transposée telle qu'elle, mais elle a vraiment été adaptée, et c'est pour cela que moi je pense que c'est, par exemple, une bonne adaptation.
La plupart des règles peuvent être implicites, on peut les avoir enregistrées tout seul. Donc par exemple, on sait que sur Instagram maintenant ça va être le format carré, donc par instinct on va créer du format carré, ou alors elles peuvent être dictées par des éditeurs ou des éditrices pour mieux répondre aux besoins. Alors Julien Simon, qui avait très gentiment accepté de répondre à mes questions pour mon mémoire, il est directeur éditorial pour Doors, et il m'avait notamment expliqué que lorsqu'il faisait appel à des auteurs ou des autrices, il leur demandait des textes de maximum 5000 à 10 000 signes par épisode, parce que c'est la durée idéale pour lire entre 5 et 10 minutes dans le métro. C'est tout l'objectif de la plateforme, pouvoir lire 5 à 10 minutes lors d'un trajet dans le métro, et donc il fallait que les épisodes qui soient créés répondent au format. Ce que je trouvais intéressant, c'est par exemple la manière dont ça pouvait impacter d'autres médias. Comment la consommation aujourd'hui de podcasts, de séries télé, pouvait impacter des formats tels que la radio ou la littérature. Pour une interview donnée à Les médias se mettent à table, Sandrine Trainer, qui est directrice de France Culture, expliquait dans une interview comment c'était important que les programmes de radio se mettent à jour par rapport aux consommations des utilisateurs et des utilisatrices, des auditeurs et des auditrices, et comment ça avait influencé les programmes. Le recours à des formes de narration dont on n'avait pas du tout l'habitude, en tout cas sur une antenne comme France Culture, l'emploi parfois, pas uniquement, mais de la première personne, le recours en fait à des techniques d'écriture inspirées de la fiction pour raconter le monde sous forme documentaire, très certainement le fait que la série repose sur l'envie que l'on donne aux gens de passer d'un épisode à l'autre, donc le rythme d'écriture a influé non seulement sur le métier de réalisateur, mais aussi sur le métier d'auteur, et aujourd'hui influe sur la radio. Et la radio, comme je le disais déjà en introduction, c'est un média qui adapte énormément des œuvres littéraires. Je vous parlais de La Guerre des mondes, mais très récemment, France Culture avait acheté des droits des textes pour les porter au micro. Dans le programme Le Feuilleton, on retrouve par exemple des adaptations telles que Arsène Lupin, Millennium ou encore Tintin. Et dans celle-ci, on se rapproche plus du drama audio que d'une simple adaptation en livre audio. Et c'est vraiment une distinction que j'aimerais faire dans cette vidéo. J'aime beaucoup le livre audio par exemple pour avancer mes lectures, pour pouvoir les poursuivre quand j'ai pas la possibilité de lire sur papier. Mais écouter un drama audio est vraiment différent et c'est vraiment une expérience différente qui va nous demander parfois d'avoir plus de concentration, de juste se poser dans son lit ou dans un fauteuil, de fermer les yeux et d'écouter l'œuvre qui est en train de se jouer dans nos oreilles. Vincent Verrier, que j'ai aussi pu interroger pour mes mémoires, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Vincent, lui, il est cofondateur de Blind, justement, et il m'expliquait que c'était en ça que le public de Blind était vraiment différent du public de la BD. Le soir, quand le passionné ou la passionnée de bande dessinée rentre chez lui, il n'a pas envie de se remettre devant un écran ou du son, il va avoir envie de lire de la BD et de profiter du texte et des images. Alors que là, sur Blind, par exemple, ça va être plutôt un public passionné déjà de création audio, de podcast, de radio, de création numérique. Ça va pas être les mêmes enjeux et donc forcément ça répond pas aux mêmes personnes. Et typiquement, Black Sad qu'ils ont adapté, ça s'écoute avec un très bon casque sur les oreilles, avec une bonne chaîne hi-fi, pour profiter de tous les effets sonores et du spectacle qui est en train de se jouer dans nos oreilles. Une étoile. Ah, Black Sad, voilà la victime. La reconnaissez-vous? Je ne l'avais jamais revue. Par ailleurs, quand je parle de drama audio, je parle vraiment de sa définition littéraire, c'est-à-dire drama dans le sens des œuvres faites pour le théâtre, faites pour être jouées. Par exemple, pour Sandman, on a 8 comédiens et comédiennes qui font les voix. Pour Death Note, ils sont 6. Pour Long John Silver, ils sont 10. Pour Impact de Next Story, ils sont 3. Et en fait, quand on y pense, la bande dessinée est très pratique à adapter en livre audio. On pourrait croire qu'elle est coincée dans son format de bande dessinée, où les images seraient énormément nécessaire à la compréhension et au plaisir de lecture, et pourtant elle est presque plus facile à adapter qu'un roman. Intrinsèquement insonore, le papier interdit a priori l'utilisation de contenu audible, d'où la stabilisation d'un ensemble de conventions iconotextuelles, bulles, onomatopées, etc., pour rendre compte des émissions sonores et ainsi pallier l'absence de séquences audio. Ainsi, Vincent Verrier me disait par exemple que la composition des images dans une BD faisait presque office de script. Si vous voyez une mouette sur l'image, alors il faut rajouter un son de mouette. Si vous voyez une bulle avec des pics comme ça, c'est que le personnage crie, alors on a tout de suite le ton qu'il faut jouer au micro. Et ça c'est très important dans la BD, là où par exemple dans le roman, on va pas savoir tout de suite le ton du personnage, on va parfois avoir des constructions de phrases du style « Oh zut,
chuchotatil, donc on aura le ton après la lecture. Dans la BD, c'est l'inverse, la forme des bulles. Par exemple, si c'est des pensées, si ce sont des personnages qui crient, des personnages qui murmurent, on va tout de suite l'avoir visuellement et on saura quel est le ton du personnage. Comme la bande dessinée est déjà limitée par ces images, elle va chercher à imiter le son par ces formes de bulles, par exemple. Lorsque j'ai écouté Sandman, je m'attendais à un livre audio. Et en fait, j'ai été ramenée des années en arrière à mon écoute des Donjons de Nalbuck et de Welcome to Night Vale. J'apprécie aller au théâtre, et en entendre se jouer dans mes oreilles sans avoir besoin d'une seule image m'a vraiment fascinée. Et c'est vraiment ce que je trouve magique dans cette nouvelle génération de livres audio. Alors évidemment, il me faut aussi vous parler des limites et de la réalité des choses pour ce format de drama audio. Car au final, c'est quand même un format qui est extrêmement coûteux à produire. Il faut rémunérer les dizaines de comédiens, comédiennes, d'ingénieurs du son, de techniciens qui travaillent dessus, de personnes qui sont chargées d'écrire ou d'adapter. C'est vraiment un gros travail de studio qui coûte énormément cher, beaucoup plus qu'un livre audio qui coûte déjà cher ou que simplement un livre numérique. De plus, pourquoi vouloir changer une recette qui fonctionne déjà ? En effet, les livres audio, à chaque fois que j'en parle, on me dit je préfère les livres papier. Et les livres papier sont très bien, donc pourquoi vouloir à tout prix changer des nouveaux médias ? Et comme je le disais, en effet, il n'est pas simple de trouver des publics pour ces œuvres. J'ai l'impression qu'on peut peut-être voir là, imaginer deux logiques de consommation qui sont en train de coexister ensemble. On a d'une part un système qui est maintenant saturé d'œuvres disponibles en abondance. On a Netflix, on a Spotify, on a des abonnements littéraires, on a Disney+, on a Amazon Prime Video, on a Deezer, bref, il y a des endroits où on peut consommer énormément de contenu, tout le temps, à disposition quand on veut, des contenus qu'on ne possède pas mais dont on peut profiter à tout moment de la journée. Tout est dématérialisé, donc on peut avoir accès à tout. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'on voit depuis quelques années des œuvres qui sont posées dans des écrins, qui sont posées peut-être en version collector, des éditeurs et éditrices qui essayent de prendre un côté un petit peu opposé à ce côté dématérialisé, où l'objet va être extrêmement important. Il suffit de regarder un instant les commentaires sous le compte Instagram des éditions Monsieur Toussaint Louverture, ou de l'engouement lorsque les éditions de Saxus proposent une édition reliée collector de chaque livre qu'ils vont mettre en publication. Je trouve ça intéressant puisqu'il y a une vraie volonté du public d'obtenir ces versions collector, d'obtenir ces versions un peu précieuses qui font que ça va rendre l'œuvre encore plus exceptionnelle. Julien Simon, lors de notre échange, me disait que peut-être, par exemple, on reviendra dans une dizaine d'années aux versions collector, numérotées, avec de très belles manufactures, et qu'il y a plein de librairies, notamment dans l'édition anglophone, où on a compris qu'avoir 10 éditions différentes de Jane Austen, ça allait toujours faire vendre, comme avoir 10 éditions d'Harry Potter. Quand les fans veulent avoir une édition collector, elles sont toujours prêts à les acquérir tels des collectionneurs, des bibliophiles complètement amoureux d'une œuvre et de toutes les éditions qui y sont faites. Aujourd'hui, on n'a jamais autant vendu de mangas, alors que le public est plutôt numérique, on n'a jamais autant vendu de mangas en papier. Donc voilà, je trouvais son point de vue très intéressant à vous partager. Et en effet, on aime le livre papier, on aime les éditions reliées, on aime les belles éditions. Instagram et TikTok sont par exemple très populaires, mais on voit quand on va dans des magasins spécialisés ou même juste à la Fnac, combien il y a partout maintenant des appareils photo argentiques ou des appareils photo Polaroid qui sont vendus. Tout le monde là en ce moment, à cette fin d'année, est en train de partager ce qu'ils ont écouté cette année sur Spotify. Et en même temps, on voit combien les vinyles sont toujours de très beaux achats, combien ils sont présents dans les magasins et combien les gens aiment parfois les chiner. D'ailleurs, je trouve ça hyper amusant parce que Blind sort une version collector de leur adaptation de Black Sad en vinyle. Donc c'est peut-être un moyen de résoudre cette opposition, puisqu'on pourra trouver cette édition vinyle en librairie et les bibliophiles pourront avoir cette satisfaction de l'avoir dans leur bibliothèque. Et finalement, c'est peut-être une logique qu'on retrouve déjà dans beaucoup d'œuvres qui sont d'abord complètement numériques, complètement impalpables et qui vont être adaptées en format livre comme une consécration pour permettre aux passionnés d'avoir ce livre sur leurs étagères. C'est par exemple le fait qu'on retrouve les scripts des Animaux Fantastiques en livre papier au moment de la sortie du film, alors qu'il s'agit plutôt d'une œuvre complètement numérique à la base. C'est par exemple le fait que les amoureux et amoureuses de Kaamelott trouvent les versions soit BD, soit des scripts en version papier. Le Donjon de Nalbuck aura aussi eu droit à son adaptation en bande dessinée. Les livres de youtubeurs se vendent énormément puisque c'est un moyen d'avoir une version papier d'une personne qu'on apprécie beaucoup, qu'on va suivre de nombreuses heures, et on va avoir ce livre comme d'un souvenir d'une époque de notre vie où on a beaucoup suivi cette personne en ligne.
Beaucoup de livres sur Wattpad ou de fiction ou même de livres sur Twitter ont pu trouver ainsi des versions papier et Heartstopper en est la preuve. On a d'abord eu une version webtoon, puis une version papier, enfin une version série télé. Moi-même j'ai découvert la version série télé et ça m'a donné envie de revenir petit à petit vers le livre et l'œuvre originale. Bref, on aime le lire et on y revient toujours d'une certaine manière, c'est un cercle un peu vertueux dans ce sens-là. Je sais par exemple que La Mer sans étoiles que je suis en train d'écouter, je l'aime beaucoup, s'il continue autant de me plaire, j'irai certainement m'acheter le livre papier. Alors bien entendu, les livres audio, on n'a peut-être pas envie de lire ensuite les livres papier dans la foulée, on va pas apprendre grand chose de plus, mais ça n'empêche qu'on a peut-être envie de les avoir pour les relire dans 10-15 ans ou se rappeler cette lecture audio. Par contre, les dramas audio, et c'est encore une fois là où je trouve qu'ils se démarquent, moi quand j'ai écouté Sandman, j'ai été tellement fascinée que j'ai eu envie tout de suite d'aller acheter le comics qui est là, simplement pour pouvoir une nouvelle fois profiter de l'œuvre, la redécouvrir par les images et en profiter vraiment pleinement. Et donc ça me fait une expérience de lecture vraiment augmentée. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'essayer le livre audio et d'autant plus d'essayer le drama audio, que moi j'affectionne tout particulièrement. Il y en a vraiment des très chouettes, que ce soit des simples adaptations de lecture à voix haute, comme les livres audio classiques, et puis d'autres très spectaculaires, très incroyables, je peux vous laisser faire votre choix. Peut-être vous aussi vous aurez envie de tester cette fameuse expérience, de mettre des écouteurs dans les oreilles, de vous poser dans votre lit et de vous laisser embarquer par ces univers incroyables qui s'offrent à nous. Comme je le disais, toutes ces recherches et toute cette écriture a été menée à la suite de mon mémoire de recherche. Je vais faire le maximum pour vous mettre un document en barre d'infos où vous pouvez retrouver toutes les références de mes recherches, toutes les lectures que j'ai pu faire, aussi celles dont je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas mentionnées ici, parce qu'elles ont quand même participé à mes réflexions. Donc je vous mets tout ça dans un document en barre d'infos. Voilà, si vous avez envie d'aller creuser la question, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre ou simplement d'échanger avec vous sur le sujet. Si grâce à cette vidéo vous avez appris quelque chose ou vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à la partager, ça m'aide beaucoup dans mes créations. N'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt.